Nous sommes en train de nous connecter avec l'équipe d'Altares, donc je vous demande quelques instants. Elles sont en cours de connexion. Merci. Bonjour à tous. Alors, on va commencer la présentation. Déjà pour commencer, je me présente. Donc Valérie Stries, je suis consultant compliance chez Altares. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire dans le cadre de notre participation au Salon Big Data. Alors, nous devions être deux à ce webinaire, mais finalement, ma collègue Marion est grippée, donc je lui souhaite un très bon rétablissement. On va commencer déjà concernant Altares. Donc, Altares est membre du réseau Dun & Bradstreet, qui est le leader mondial d'information B2B. Dun & Bradstreet donc, dispose de la base de données la plus exhaustive au monde. Elle met à disposition de la donnée sur environ plus de 280 millions d'entreprises. Et notre groupe Altares est présent en France, au Benelux et au Maghreb. On est une ETI de plus de 400 personnes et on traite des sujets qui vont du risk management au sales marketing, en passant par le data management, la compliance, un sujet que nous allons évoquer au cours de ce webinaire. D'ailleurs, durant ce webinaire, je vous propose d'aborder le sujet de la loi Sapin 2, qui est un gros sujet actuellement, et de faire un focus sur l'évaluation des tiers et la recherche des bénéficiaires effectifs. Alors, je vais vous inviter aussi à poser les questions tout au long de la présentation, mais pour que ce soit plus simple, je vais répondre aux questions seulement à la fin de la présentation. Donc, depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, il y a environ un an, les entreprises, elles s'interrogent sur son implémentation. D'autant plus que déjà les contrôles de l'Agence française anticorruption, donc l'AFA, ont commencé. Elle a d'ailleurs déposé sur son site internet une liste de questions qu'elle va poser au cours de ses contrôles et aussi les pièces qui sont à fournir durant ces contrôles. Alors, dans un premier temps, je vais aborder la loi. Ensuite, les entreprises qui sont assujetties à cette loi et les sanctions. Puis, faire un focus sur l'article 17 qui liste 8 mesures que les entreprises doivent mettre en œuvre. Une de ces 8 mesures, d'ailleurs, concerne l'évaluation des tiers. Quelles sont les recommandations de l'AFA pour s'y conformer? Et enfin, la recherche des bénéficiaires effectifs, qui est une des difficultés qui est rencontrée dans l'implémentation de cette loi. Êtes-vous assujetti à la loi Sapin 2? Alors, la loi Sapin 2, c'est la loi qui porte sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Elle est entrée en vigueur en décembre 2016 et c'est cette loi qui a créé l'AFA, l'Agence française anticorruption, qui a vocation à aider les autorités compétentes et les personnes qui sont confrontées à prévenir des faits de corruption. Cette loi, elle prévoit dans son article 17 8 mesures que les entreprises elles vont obligatoirement mettre en œuvre et les entreprises donc, qui sont concernées par ces mesures à mettre en œuvre sont d'abord les sociétés qui ont plus de 500 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros ou des sociétés qui appartiennent à un groupe dont la société mère a son siège en France. Cette société mère, elle doit aussi répondre aux critères d'effectifs qui est de plus de 500 salariés et avoir un chiffre d'affaires consolidé de plus de 100 millions d'euros. Donc, on se rend compte que même les petites filiales qui n'entrent pas dans le critère directement de l'effectif et du chiffre d'affaires sont concernées par l'intermédiaire de leur maison mère. Les sociétés donc sont évidemment les sociétés françaises, mais aussi les filiales de groupes étrangers
qui sont établis en France et enfin les établissements publics qui sont établissements publics à caractère industriel et commercial. La loi, évidemment, prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces procédures et des mesures que les entreprises doivent mettre en œuvre dans le cadre de cette loi. C'est d'ailleurs l'AFA qui va effectuer ces contrôles, comme je disais, et le magistrat de l'AFA peut décider d'adresser un avertissement aux représentants de la société. Il peut aussi saisir la commission des sanctions pour que soient infligées des sanctions pécuniaires, donc de maximum 200 000 euros pour les personnes physiques et maximum 1 million d'euros pour les personnes morales. Et la décision de sanction et d'injonction peut être également publiée. Alors, que doivent faire les entreprises dans le cadre de cette loi? Donc, la loi est entrée en vigueur fin 2016, mais les mesures que doivent mettre en œuvre les entreprises, elles sont applicables que depuis juin dernier. Et elles doivent être prêtes avant que l'AFA vienne les contrôler. Donc, il y a 8 piliers qui sont à mettre en œuvre dans le cadre de cette loi. Les entreprises doivent déjà rédiger un code de conduite, mettre en place un dispositif d'alerte interne pour recueillir des signalements d'employés et de tiers. Elles doivent aussi élaborer une cartographie des risques. De cette cartographie doit découler l'évaluation des tiers. Et également pour s'assurer que les comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption, elles doivent prévoir des procédures de contrôle comptable. Également prévoir un dispositif de formation destiné aux cadres et personnels les plus exposés, un régime disciplinaire et un dispositif de contrôle et d'évaluation interne. Alors, comme prévu, je vais faire un focus sur le pilier 4, l'évaluation des tiers. Donc, plus précisément sur cette évaluation des tiers, d'après l'Agence française anticorruption, l'objectif de cette évaluation des clients, des fournisseurs ou des intermédiaires, c'est de décider, à l'issue de cette évaluation, s'il faut entrer en relation avec un tiers, il faut poursuivre la relation avec ce tiers lorsqu'elle est en cours, ou est-ce qu'il faut mettre fin à la relation lorsqu'elle est trop risquée. Et deuxième objectif aussi, l'évaluation permet ensuite de prendre des mesures de prévention en fonction du niveau de risque du tiers, qui peut soit être faible, moyen ou élevé. Et ensuite, en fonction des prescriptions qui vont émaner notamment du code de conduite et des process internes qui ont été mis en place, un collaborateur de la société va devoir adapter son comportement face à un tiers si ce tiers est plus ou moins élevé. Et par exemple, répondre dans le cadre de la procédure cadeau, faire attention si la personne en face de lui est risquée, ou alors si elle est risquée, il va falloir collecter plus ou moins d'informations à l'entrée en relation, etc. Lors de l'évaluation des tiers aussi, l'AFA, dans ses recommandations fin novembre, début décembre, a recommandé de vérifier les points suivants. Donc, il faut d'abord connaître l'identité de son tiers, donc vraiment des informations de base comme la raison sociale, l'effectif, le chiffre d'affaires, son capital, son activité, ses implantations géographiques, etc. Vraiment tout ce qui va concerner le dossier de base du tiers. Ensuite, se focaliser sur le risque pays en fonction notamment du lieu d'activité des tiers et de ses implantations géographiques. Aussi, regarder le secteur d'activité du tiers pour voir si l'activité n'est pas considérée à risque. D'ailleurs, l'AFA cite Transparency International dans ses recommandations pour nous aider à nous orienter sur le secteur d'activité qui serait plus ou moins un risque. L'AFA demande aussi de vérifier l'intégrité et la réputation de ce tiers en recherchant si ce tiers, ses dirigeants ou ses bénéficiaires effectifs ont fait l'objet d'informations défavorables ou de condamnations.
Et le niveau de risque du tiers, du coup, va être modulé en fonction du résultat. D'ailleurs, il existe des solutions de screening qui permettent d'avoir accès à ces informations et qui facilitent justement la recherche de faits négatifs sur un tiers. Je vais revenir tout à l'heure rapidement sur les solutions de screening aussi, pour expliquer rapidement comment elles fonctionnent. Donc, deux derniers points aussi, il faut vérifier si au sein du tiers, il y a des personnes politiquement exposées, parce que l'AFA considère que c'est un facteur de risque aggravant. Et enfin, il faut surtout identifier les bénéficiaires effectifs des tiers et ses dirigeants. Alors, comment procéder à cette évaluation des tiers? Déjà, pour évaluer les tiers, dans un premier temps, il faut collecter l'information. Et pour collecter ces informations, soit on s'adresse directement aux tiers qui nous fournissent des pièces officielles et un tas d'informations à son sujet, ou alors il faut collecter des informations auprès de bases de données externes mondiales. C'est une autre solution. Et ces bases de données, elles permettent d'avoir une information qui est toujours à jour, qui est fiable, puisqu'elle est issue de sources officielles. Ces bases aussi, elles permettent d'éviter de mobiliser des ressources internes, parce que finalement, la collecte d'informations, notamment l'identification des bénéficiaires effectifs, la recherche d'informations négatives, où il faut vraiment lire des rapports, lire la presse, ça prend du temps. Et ça demande aussi une expertise particulière, parce qu'il faut connaître la réglementation, il faut savoir quelles sont les sources légales mondiales pour pouvoir accéder à ces informations. Et enfin, ces bases de données, elles permettent d'avoir une réponse qui est souvent instantanée. Donc, ça permet d'éviter d'avoir des échanges, des allers-retours auprès des tiers, de leur demander sans cesse plus d'informations. Et en plus, les bases de données internes, elles sont souvent multiples et décentralisées. Une fois que ces données ont été collectées, donc les noms des dirigeants, les bénéficiaires effectifs et toute la donnée qui est liée à cette identité, il faut analyser. Pour procéder à cette évaluation, il existe des outils de screening qui permettent de vérifier qu'un dirigeant ou une société, par exemple, n'a pas été condamné pour des faits de corruption ou n'a pas fait l'objet de faits négatifs dans la presse, ou alors n'est pas contraint par une mesure d'embargo, parce qu'il faut savoir que lorsqu'une entreprise est située dans un pays sous embargo, il est strictement interdit d'effectuer des transactions avec ces entreprises sous peine de condamnation. Et enfin aussi, ces outils permettent de vérifier qu'une personne politiquement exposée est en lien avec ce tiers. Voilà rapidement sur la partie évaluation des tiers. Et donc maintenant, pour revenir au sujet des bénéficiaires effectifs, donc cette notion de bénéficiaire effectif est une notion européenne puisqu'elle a été introduite par la 3e directive et précisée par la 4e directive européenne. Cette directive a été transposée en droit français. C'est d'ailleurs le Code monétaire et financier qui rappelle pour les entreprises qui sont citées dans le Code de commerce, donc certaines typologies d'entreprises donc, qui doivent obligatoirement collecter les bénéficiaires effectifs de tiers. Et cette information doit être à jour et issue de sources probantes pour être conservée en cas de contrôle. Sur la définition aussi des bénéficiaires effectifs, c'est la 4e directive qui les définit comme étant une personne physique ou morale lorsqu'on ne peut pas avoir cette information. Donc, c'est une personne qui possède directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote. Et donc, l'AFA reprend cette définition dans ses recommandations. Pour que cette obligation s'applique aussi aux entreprises qui sont concernées par Sapin 2, et non plus seulement les entreprises qui sont concernées par la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dans le cadre uniquement de la 4e directive.
C'est d'ailleurs cette quatrième directive qui a aussi annoncé l'obligation pour les États européens de mettre à disposition un registre des bénéficiaires effectifs. Déjà, en termes de date, la loi Sapin 2 donc, a transposé cette obligation en droit français et déclare que toutes les sociétés qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs auprès des greffes au plus tard le 1er avril 2018. Et cette identification des personnes physiques, donc des bénéficiaires effectifs, qui contrôlent effectivement une société, ça s'inscrit dans un premier temps dans le cadre de la LCBFT, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et maintenant dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc, qui y accédera? Très étrangement, les entreprises qui sont assujetties à Sapin 2 n'ont pas directement accès à ce registre, alors que c'est Sapin 2 qui oblige la création de ce registre. D'ailleurs, dans la loi, il y a seules certaines entités qui sont listées par la loi pour y accéder. De facto, les organismes qui sont assujettis à la LCBFT y ont accès. Et les personnes qui justifient d'un intérêt légitime peuvent en faire la demande auprès du juge. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme information pour pouvoir accéder à ce registre. Voilà à quoi ressemble le document d'identification des bénéficiaires effectifs à gauche sur l'écran. Donc cette création du registre pose certaines questions, puisque déjà, dans un premier temps, première difficulté, les entreprises doivent simplement déclarer leurs bénéficiaires effectifs au greffe, alors que la loi oblige à ce que cette information soit issue de documents probants, donc pouvoir présenter ensuite, en cas de contrôle, des pièces officielles pour justifier cette information et la source de l'information. Deuxièmement, lorsqu'on a des structures capitalistiques qui sont complexes, on a parfois des montages financiers dans des grands groupes internationaux qui permettent difficilement à une entreprise qui serait située par exemple en début de chaîne ou à un rang éloigné de calculer un pourcentage de détention de ses bénéficiaires effectifs. Donc là, c'est encore un problème. Comment va-t-elle faire pour connaître ses bénéficiaires effectifs? Troisième problématique aussi, ce sont les greffiers qui sont chargés de contrôler la véracité des informations qui ont été déclarées par les entreprises. Donc, comment ces greffiers vont-ils faire pour contrôler l'information de 3 millions d'entreprises en France? Et alors d'autres questions aussi qui sont soulevées, comme la fréquence de mise à jour du référentiel, le fait que le registre ne soit pas public, comme le précisaient certaines entités qui peuvent y avoir accès. Aussi le prix de sa consultation qui est relativement élevé puisqu'on nous a communiqué un tarif de près 9 € pour avoir accès aux bénéficiaires effectifs d'un Sirène. Également, le fait que la consultation des bénéficiaires effectifs d'une société ne puisse se faire qu'à l'unité, qu'au Sirène. Finalement, on ne peut pas faire de traitement de masse et procéder à la remédiation d'un stock complet d'entreprises. On se demande aussi si la base sera complète et en combien de temps la formation va être disponible. Donc voilà toutes les questions que pose la mise en place de ce registre. Alors, qu'est-ce que ça donne en Europe? Puisque là encore, tous les États ne disposent pas d'un registre de bénéficiaires effectifs, même si la quatrième directive l'impose. Tous les États ne sont pas forcément prêts. Et l'information sur les actionnaires n'est accessible parfois que sous format papier, ou d'autres États vont simplement remettre un scan, ou encore divulguer l'information, transmettre l'information par flux automatisé. Et en plus, la réponse n'est pas tout le temps instantanée. Donc, ensuite, une fois que cette information a été collectée dans chaque pays, il faut aussi pouvoir mixer toutes ces sources pour avoir une information unique et fiable, pour pouvoir ensuite effectuer des calculs de pourcentage de détention et raccorder les personnes morales entre elles. Donc ça peut très vite devenir compliqué.
parfois, même cette information, elle n'est pas disponible dans certains États. Et en plus, la difficulté est accentuée dans différents États. On a différentes formes juridiques. Et lorsqu'on va plus loin, donc les bénéficiaires effectifs dans le monde, quelles sources faut-il utiliser dans les autres pays? Par exemple, si on remonte une chaîne capitalistique qui se déplace de pays en pays, ça suppose de connaître l'existence de chaque source dans chaque pays qui potentiellement va être différente. Donc, il faut des experts pays par pays pour connaître l'équivalent des sources légales dans chaque État. Et en plus, on se rend compte que plus on s'éloigne de l'Europe quand nous, on est dans une démarche de collecte des bénéficiaires effectifs, plus cette notion de bénéficiaire affectif, finalement, elle n'est pas maîtrisée. Parfois, les personnes ne la comprennent pas. Et parfois même, l'existence d'une pièce officielle n'est pas garantie dans certains pays. Donc, comment récupérer cette information? J'ai mis en un prime écran une pièce officielle chinoise qui serait équivalent d'un statut français. Et par exemple, une entreprise qui, au départ, est libanaise, mais détenue au troisième rang par une entreprise chinoise, il faut que je puisse lire cette pièce officielle en mandarin pour être sûr que ben, j'ai la bonne pièce et que je vais pouvoir récupérer l'information qui m'intéresse dans cette pièce. Et alors, avec des structures complexes, la difficulté est encore plus accentuée. Alors parfois ça donne de très jolis schémas, mais alors pour identifier les bénéficiaires effectifs et les pourcentages de détention réels lorsqu'on a affaire à ces types de rosaces avec des branches capitalistiques comme le schéma en bas à droite, ça devient encore plus compliqué. Alors évidemment, on travaille sur ces questions depuis plusieurs années. On peut vous accompagner sur tous ces sujets. Et alors, sans vraiment entrer dans le détail rapidement, donc on a des solutions qui sont adaptées en fonction des besoins, des solutions qui sont online, des solutions fichiers qui permettent d'évaluer soit des stocks de tiers pour faire effectuer une rémédiation de portefeuille, ou alors au fil de l'eau évaluer des entrées en relation. Ces solutions, elles sont évidemment modulables en fonction du budget qu'on souhaite allouer à cette évaluation. Alors, ça passe par le diagnostic de base, l'enrichissement de données, la recherche de bénéficiaires effectifs et d'informations négatives sur ces personnes. Et nos points forts, déjà notre clé d'entrée internationale qui est le DUNS. Donc le DUNS, c'est un identifiant unique international qui donne accès à notre base de données mondiale, la base de données Bradstreet, qui est la base la plus exhaustive au monde en termes de couverture et d'information. Et l'un de nos points forts aussi, c'est notre expertise dans la conception d'indicateurs de risque. On est capable aussi de créer des algorithmes pour calculer automatiquement des pourcentages de détention directe et indirecte lorsqu'on a affaire à vraiment des schémas capitalistiques complexes. On a possibilité aussi de connaître les dernières pièces officielles qui sont publiées et d'effectuer des enquêtes si c'est nécessaire. Donc voilà, on est disponible pour pouvoir échanger à ces sujets si besoin. Alors, rapidement, donc, je vais répondre à des questions si vous en avez. Alors, plein de questions. Alors, j'ai une question
Comment est-ce qu'on fait quand on ne peut pas accéder au registre des bénéficiaires effectifs? Alors, comme je l'ai expliqué, sous la loi Sapin 2, bah, finalement, la loi ne donne pas directement accès au registre, ou ne donne accès qu'à un nombre limité de personnes. Donc pour les autres, le seul moyen d'accéder à cette information sur les bénéficiaires effectifs, c'est de procéder à la collecte dans les pièces officielles, donc lorsqu'il y en a, ou alors de récupérer cette information qui serait issue de plusieurs sources dans chaque pays et de procéder à des pourcentages, enfin, des calculs de pourcentage de détention direct ou indirect. Donc là, vraiment, tout est qu'une question de ressources internes. Il faut avoir le temps pour le faire, le budget aussi pour le faire. Ou alors bah, de passer par des bases externes de données mondiales, des prestataires donc, comme Altares, qui effectuent ce travail et disposent d'experts qui permettent, qui maîtrisent très bien les sources de données locales et qui mettent à disposition des algorithmes pour calculer automatiquement des pourcentages de détention et donc, ça réduit évidemment les délais de traitement. Et en plus, cette information peut être maintenue à jour. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre participation. Je vous donne rendez-vous au salon Big Data les 12 et 13 mars. D'ailleurs, à ce salon, on anime plusieurs conférences. Donc, 2 conférences le 12 mars et 2 conférences le 13 mars. Une à 10h30 qui est sur le Master Data Management, une à 14h sur les plateformes marketing prédictif, une autre le 13 mars à 10h30 sur la valorisation du capital moteur de performance, et une à 15h qui se situera dans le grand amphithéâtre sur Smart Data et Data Science, où notre client crédit.fr reprendra la parole pour un retour d'expérience. Donc, je vous donne également rendez-vous sur notre stand 17 pour échanger avec nos équipes commerciales et nos data scientists. On va aussi organiser un cocktail le 12 mars à partir de 19h. Donc, venez partager avec nous une coupe de champagne. Et donc, je vous dis à lundi. Merci. Et je vais d'ailleurs partager la présentation à tout le monde. Madame, je pense qu'il y a une question. Vous pouvez y avoir accès dans le chat du webinar. Excusez-moi, est-ce que l'équipe Altares est encore connectée? Parce que il y a une question pour vous. On vous dit, vous parliez de l'accès au RNBE, l'intérêt légitime sous SPEN 2 étant? Apparemment, l'équipe Altares est déconnectée. Je vous invite donc, si vous avez la moindre question, à venir les rencontrer sur leur stand le lundi 12 mars.